Alors, chers invités, cap à présent sur le Mali, pour parler justement de cette sortie qualifiée par certains analystes politiques d'audacieuse de la part de l'imam Mahmoud Dicko, qui a parlé d'arrogance des dirigeants en place au Mali, mais également d'orgueil de la communauté internationale. Cette arrogance, couplée d'orgueil de la communauté internationale, sont la principale cause de la situation qui prévaut au Mali. Comment expliquer cela, Monsieur André-Christophe Fanga? Ben, c'est clair. Comment expliquer cette sortie? Je crois que la reconquête de l'Afrique, et principalement le Mali, fait partie de l'enjeu de la France et de l'Europe. C'est-à-dire avec la bénédiction des États-Unis. Pourquoi Mahmoud Dicko, cette sortie? C'est simple. Tout le monde est corruptible. Tout le monde peut être acheté. Tout le monde peut être recruté pour la cause. C'est pour ça qu'il joue sur deux paliers. Il souffle le chaud et il souffle le froid. C'est-à-dire, il commence d'abord par indexer le colonel Assimi Goïta et après maintenant il indexe l'Occident. Pour ne pas dire qu'il a pris position. Parce que la vérité, c'est que vous ne pouvez pas, en une période comme celle-ci, où le Mali est résolument tourné vers son avenir, vers sa liberté, vers son autodétermination, vers son autonomie, et vous venez tenir ce genre de propos. Vous venez dire que M. Assimi Goïta et son gouvernement sont hautains, sont têtus, et c'est le peuple qui en pâtit. Mais qui a mis Assimi Goïta à cette posture-là? Ce n'est pas le peuple. Sauf si Mahmoud Dicko ne veut plus reconnaître le peuple derrière M. Assimi Goïta. Parce que la vérité, c'est qu'il faut dire, c'est la mobilisation du peuple qui a amené la prise de pouvoir des militaires. Ce n'est pas la volonté des militaires de faire un coup d'État. Les militaires n'ont qu'à obéir à la volonté du peuple. C'est-à-dire le peuple qui ne pouvait pas aller chasser Ibeka du palais présidentiel. Les militaires, eux, ils avaient les armes. Les militaires ont dit, bon, ok, nous allons là-bas pour récupérer ce pouvoir, pour venir vous aider. Donc, quand nous parlons, nous savons que c'est le peuple qui maintient M. Assimi Goïta et son gouvernement là. Donc, M. Mahmoud Dicko, si vous avez pris un peu d'argent chez vos amis occidentaux, ce n'est que normal. Madame Linda Labaoui vous a dit quelque chose. Peut-être que vous allez prendre comme des sornettes ou bien des petites blagues. Moussa Faki Mahamat, qui a payé ses études, il voit depuis longtemps, c'est une organisation terroriste qui a payé ses études. Et dans les projections futures, ils savent comment ils recrutent. Le financement des mosquées, des églises et plein de choses, ou bien des soi-disant la fabrication des leaders, et parfois une fabrication simple des réseaux de la CIA et de la DGS française. Donc, quand certains n'obéissent plus à certaines règles, on les met de côté. Donc aujourd'hui, nous savons que Mahmoud Dicko, qui était une figure emblématique, je parle bien parce que ce n'est plus, qui était une figure emblématique de la révolution malienne, du peuple malien, aujourd'hui a pris langue. Et depuis, vous n'avez pas constaté ce long silence? Dès qu'on a renversé les premiers militaires qui étaient au pouvoir, c'est Bandao et tout le reste là, Mahmoud Dicko est resté très tranquille. En fait, c'est comme s'il y avait un agenda bien caché. C'est comme s'il y avait un projet, un plan. Et vous avez vu que M. Mahmoud Dicko, l'imam, ne sortait plus, ne donnait plus, faisait plus d'interviews, plus de mobilisation, plus de déclarations. Et c'est aujourd'hui qu'il ressort maintenant, quand le pouvoir de la transition est à 2 doigts de la réussite de son opération. C'est-à-dire le colonel Assimi Goïta et son gouvernement sont à 2 doigts de la réussite.
2 doigts de la réussite, pourquoi? Parce qu'on nous avait dit que le Mali ne va pas tenir après les sanctions de la CEDEAO. C'est-à-dire le Mali va étouffer. Le Mali va devenir un no man's land. C'est là où le terrorisme va gagner du terrain. C'est là où le terrorisme vraiment va atteindre la capitale même. C'est là où le pays sera divisé en 2. Donc, en fait, si la France n'est pas là, vraiment, le Mali est mort. Non. Ils sont surpris que le Mali est debout. Le Mali avance. Le Mali continue. Le Mali, première des choses, Assimi Goïta, avant d'arriver au pouvoir, était commandant des troupes qui devaient libérer certains territoires du Mali du terrorisme. Ils sont dans cette opération, ils sont arrivés dans un espace malien. C'est l'armée française qui s'est interposée pour qu'ils n'entrent pas dans ce territoire. Alors qu'ils avaient les troupes, ils conduisaient des troupes pour justement libérer cet espace-là du terrorisme. C'est l'armée française qui demande à Assimi Goïta de ne pas entrer dans ce territoire, les interdit. Donc, vous voyez, un Malien, dans son propre pays, faisant partie des FAMA, commandant des troupes des FAMA, dans une opération militaire pour la libération de son territoire. C'est une armée étrangère qui vient l'interdire de poursuite dans son propre territoire. Vous comprenez quelque chose à cela? Comment ça ne va pas vous révolter? Comment ça ne va pas vous mettre dans des états pour dire, mais on est encore dans quel gouvernement? On est encore dans quel genre de pays? Aujourd'hui, Mamoud Dicko n'est que le bras armé d'un Occident qui est en voie de vouloir reconquérir le Mali. Parce que Mamoud Dicko ne sort pas pour rien. C'est un grand prédicateur. C'est un grand imam. C'est un leader. On sait que ses sorties sont écoutées. Ses sorties valent un pesant d'or. Valent beaucoup de choses. Donc, et sa sortie, Jeune Afrique, a repris. Tous les médias occidentaux sont en train de reprendre. Vous voyez comment la stratégie est en train de se mettre en place. En fait, on amplifie le message, on amplifie le message, on amplifie le message, jusqu'à ce que le peuple malien, parfois vous savez que la foule ne réfléchit pas beaucoup. Il suffit juste de leur rabâcher les oreilles avec une histoire, rabâcher, et finalement ils prennent la mauvaise décision. Et ils continuent à dire que la société civile malienne a abandonné. Mais cette société civile qui est sortie il y a de cela quelques mois, 4,5 millions. Je dis bien 4,5 millions, c'est quoi? C'est la société... Vous parlez d'une société civile qui n'existe plus. Mais je dis, politique moribonde. Céleste, soyons sérieux. Il y a de cela quelques mois, n'est-ce pas? Les Maliens étaient dans la rue, non? Quelques semaines, il faut le dire plutôt. 4,5 millions de Maliens étaient dans la rue. Mais c'est la sorcellerie. Un imam vient dire que non, la société civile a abandonné le peuple, ne joue plus son rôle. 4,5 millions de Maliens sont dans la rue. Et vous venez dire qu'il n'y a rien eu. La société civile a disparu. C'est les qui alors qui ont organisé le meeting? C'est les oiseaux. Ou bien on a importé les gens comme les autres, a importé les gens pour venir faire la manifestation au Mali. Non, soyons sérieux. Nous pensons qu'aujourd'hui, la déstabilisation du gouvernement de transition malien est en place et on recrute. Vous savez que Macron a quand même annoncé qu'il va donner un fonds pour la souveraineté, un pour la démocratie en Afrique. Et c'est les Africains qui étaient dans la salle, hein, c'était des jeunes Africains. Donc, on n'est pas étonné de voir Mamoud Dicko venir tenir ce genre de discours. Parce que c'est nous qui refusons l'argent. Hein. C'est nous qui avons donné nos positions claires. Parce que nous, on ne fait pas dans le béni oui. Macron a accusé Afrique Média ici qu'on est financé par la Russie, non? Bon, les Russes là venaient nous donner l'argent. On en a besoin. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette logique où des gens reçoivent des financements occultes pour déstabiliser nos États et on continue à les regarder. Les Mamoud Dicko, et il a bien annoncé que peut-être je serai arrêté, peut-être je serai convoqué quand je vais sortir. Pourquoi il le dit? Parce que lui-même sait de quoi on parle. Et il sait. Le service de renseignement est là. Hein. Ça fonctionne. Hein. On sait avec qui il cause. Hein. On sait avec qui il s'entretient de temps en temps. Donc on sait
pour qui il roule. Mamoud Diko, on sait pour qui tu roules. On sait où, avec qui tu as pris langue. Pourquoi, pour quel objectif? Parce que la vérité, c'est que bientôt, ils vont enlever la casquette d'imam pour porter la casquette politique. Et s'il ne porte pas la casquette politique, il a ses poulains qui sont déjà préparés pour justement arriver au pouvoir. Parce qu'il veut, il se tape la poitrine dans les secrets, pour que ceux qui ne le savent pas, que c'est lui qui a fait tomber Ibeka. Il se tape la poitrine, que c'est lui le père de la révolution au Mali. Il se tape la poitrine, que c'est lui qui rassemble le plus, et c'est sa voix qui est la plus écoutée au Mali. Aujourd'hui, que ça soit le premier ministre Shogel Koukala Maïga, que ça soit le président de la transition, plus personne ne le consulte, ne vient le voir, ne vient dire papa qu'est-ce qu'on fait. En fait, il a voulu jouer le rôle. Mamoud Diko a envie de jouer le rôle au Mali de Moro Naba. Le Moro Naba au Burkina Faso. Vous connaissez le Moro Naba? Le Moro Naba, c'est un chef traditionnel qui a une très grande influence au niveau de l'État du Burkina Faso. Parfois, certaines décisions de l'État central sont décidées par le Moro Naba. C'est un peu ce rôle que M. Mamoud Diko veut jouer au niveau du Mali. Mais le peuple malien est déjà assez mûr. Il connaît surtout où ses intérêts. Donc, on n'a plus besoin des gens comme Mamoud Diko pour venir nous faire le discours. Donc, s'il a sa haine, s'il a ses regrets, qu'il a mobilisé les gens pour chasser Ibeka qui était son ami hier, Mamoud Diko était l'ami de Ibeka hier, ils se sont gâtés sur des intérêts. Aujourd'hui, il veut déstabiliser la transition malienne. Ça ne marchera pas. Merci pour cette intervention, M. André-Christophe Fanga. Alors, très rapidement, M. Samia Youmbi, arrogance des dirigeants en place ou alors des autorités maliennes, orgueil de la communauté internationale. Partagez-vous cet avis? Nous devons dire, un prédicateur n'a rien à y voir dans la politique. Sauf s'il veut créer son parti politique, il est libre. Mais nous le savons bien, s'il faut faire la genèse des choses, que lorsque le peuple malien, la jeunesse souveraine, et le peuple souverain, à la majorité de toute sa jeunesse, se sont soulevés pour dire non à Ibeka, ils se sont dit, quelque part, le vendredi, nous allons à la mosquée prier pour demander à Allah de nous donner la force pour qu'il apaise le cœur de M. Ibeka de partir dans la tranquillité. Ils ont rencontré sur le chemin un prédicateur, un imam qui s'appelait Mamoud Diko. Il est venu tout simplement apporter sa contribution aux Maliens pour que tous les vendredis, à la sortie de la mosquée, qu'il apporte sa prédication pour que les Maliens, dans l'apaisement, puissent faire partie et que le président Ibeka, paix à son âme, puisse écouter le peuple. Ce n'était pas lui qui était le porteur du message, mais il venait apporter qu'un message des prédicateurs, d'un imam, dans l'apaisement, pour qu'il n'y ait pas infusion de sang. Mais aujourd'hui, la mobilisation du peuple malien a fait effet et que les mêmes populations sont allées vers l'armée pour demander à l'armée, nous ne voulons plus de ce gouvernement, nous ne voulons plus de ce président, nous avions besoin de vous. Ce qui veut dire, il n'y a pas eu un coup d'État au Mali, c'est le soulèvement populaire qui a interpellé les forces militaires à venir stabiliser la paix et pour pouvoir travailler sur cette transition telle qu'ils ont donné le pouvoir après aux civils qui étaient Bandao et tout et son gouvernement. Mais rebelote, c'est que le Bandao et son gouvernement, sur la complicité aujourd'hui que nous sommes en train de voir, que Mamoud Diko était à l'intérieur parce qu'il savait ce qui s'exprimait. Il n'a pas informé l'Assimi-Gota, le colonel Assimi Gota et son équipe. Voilà comment ces deux très futés avec son équipe, ils ont compris que la révolution des peuples que le peuple a mis sur pied est en train de partir aux éclats. Il fallait encore rebelote maintenant, remettre sur pied maintenant dans leur détermination maintenant et celle du peuple, sans compter sur Mohamed Diko, sur l'imam Diko qui jouait déjà un double jeu. Il a fallu maintenant qu'on débarrasse Bandao et
et son gouvernement, grâce à ce soutien, M. Dicko se retrouvait perdu et que dans la légalité, dans la transparence et dans la légitimité, le peuple a apporté son soutien et que les institutions étatiques au Mali ont reconnu la fonction de chef d'État de transition au Mali à ce président Assimi Goïta et toute son équipe et son premier ministre qui est civil. Aujourd'hui, nous nous rendons tout simplement compte que la transition qui est au Mali est une transition panafricaine aujourd'hui qui est en train de faire mordre et qui est prêt à créer même une troisième guerre mondiale, tout simplement parce que le Mali est en train de représenter la voix du grand continent africain, la voix de tous les peuples pétris de libération, pétris de cette dignité humaine, pétris de cette souveraineté sur la voie du Mali, et que aujourd'hui, ceux-là, les Indo-colons qui ont été toujours cachés, et comme on dit toujours, il fera nuit, il fera jour un de ces 4 matins. Voici maintenant comment il fait jour sur monsieur l'imam Dicko, qui vient ici tout simplement démontrer maintenant sa face cachée en disant qu'il y a une politique moribonde au Mali. Et nous nous posons la question s'il faut aller étape par étape. Quelle politique moribonde quand les partis politiques eux-mêmes soutiennent la transition aujourd'hui au Mali? Quand c'est lui encore qui dit qu'il y a une société civile abandonnée, cette société civile elle-même qui vient, il n'y a pas quelques semaines, de faire une mobilisation que le monde entier a vécu en direct encore, et qu'il vient dire que la gente au pouvoir fait de l'arrogance. Le mot gente, c'est les mêmes arguments, les mêmes mots qui viennent dans les mêmes paroles de celui qui n'a plus que son portefeuille aujourd'hui en France, qui était monsieur le Drian. Et c'est le même gente qui est le même vocabulaire qui est utilisé par le président français, monsieur Emmanuel Macron, pour pouvoir déstabiliser l'image du bon travail qui est fait par le gouvernement, par la transition au Mali. C'est ce même mot, ce même vocabulaire, la gente et son arrogance qui sort de la bouche de monsieur l'imam Dicko. Donc nous comprenons tout simplement, quand lui-même il finit par dire il est sûr qu'il sera arrêté, tout simplement il doit être arrêté ou il crée son parti politique. Et quand nous voyons que à force de ça, nous avons un autre imam, le Cheikh Mohamed Ould Tchekene Ahmed, qui quelque part s'est dit il est inadmissible qu'un peuple qui n'a jamais été respecté, et que ce peuple pour une fois se fait respecter par ses mêmes fils, par ses dignes fils. Il n'est que fier aujourd'hui de le dire que ces jeunes qui sont là, qui ont remis le respect pour le Malien, ils doivent continuer le travail, et qu'en face de ça, nous avons un autre septagénaire, octogénaire, comme ce imam Dicko, qui vient à l'enfance de ces jeunes qui sont au pouvoir, qui sont en train de donner le respect, la dignité, pas seulement au peuple malien, au peuple africain tout d'un coup, et pour venir maintenant casser, fragiliser cet élan dont ces jeunes ont pris toute la responsabilité africaine sur leur poids, sur leur corps, sur leur dos, pour pouvoir amener à traverser cette mer d'eau pleine de crocodiles, pleine de caïmans, et que nous sommes tous déterminés seulement à se dire, nous avons déjà amorcé la rivière, la mer, nous sommes obligés d'aller tête haute pour pouvoir traverser cette mer, et que ce monsieur, à son âge, vienne aujourd'hui pour pouvoir déstabiliser, et enfin il démontre quelque part que les Indo-colons qui sont dans la maison, nous sommes pas sortis du tout, mais quelque part nous savons déjà, on peut déjà savoir que le coup d'état qui a été raté au niveau, le coup d'état manqué au niveau du Mali, nous vient seulement renforcer que les comportements et les vocabulaires utilisés par l'imam Dicko doit être prise en compte avec sérieux pour pouvoir éradiquer autour de lui tous ceux qui sont de sa mouvance, pour qu'enfin cette transition panafricaine suit son cours, et que au Mali, le gouvernement de transition et le peuple souverain malien et la jeunesse déterminée au Mali, qu'ils puissent rester actifs comme nous sommes
aujourd'hui, ainsi actuellement sur le plateau Afrique Média pour partager cette compréhension de sensibilisation et d'édification aux peuples africains pour les circonstances que nous vivons chaque jour et que nous apportons notre contribution pour décortiquer. Alors, Monsieur Luc Michel, outre les dirigeants ou les autorités maliennes qui ont été indexées, outre, comment on va le dire, la communauté internationale, j'y arrive finalement, c'est-à-dire que outre la communauté internationale, mais également les autorités maliennes, il y a de l'autre côté la classe politique locale qui a été indexée. Un doigt accusateur a été porté sur la classe politique locale, mais également de la société civile, en qualifiant cette classe politique de moribonde et cette société civile inexistante. Alors, comment arriver à une telle affirmation de la part de cet imam, un leader au Mali? Monsieur Luc Michel, vous avez la parole. Je crois simplement que l'imam joue une carte personnelle et qu'il espère créer un nouveau mouvement pour l'emporter. Vous savez, ça a toujours été un sous-marin de la France-Afrique. Sous l'ancien régime d'Ibeka, il négociait régulièrement avec les terroristes à coût de centaines de milliers d'euros payés donc pour négocier avec eux. Ensuite, lorsqu'il y a la première révolution malienne avec la présidence de Badao, il appartient au mouvement M5 RFP. Il l'envoie négocier la participation du mouvement aux nouvelles institutions dirigeantes. Il sort de là-bas en ayant réservé tous les postes à des membres de son propre mouvement et en ayant saboté les négociations avec le M5 RFP. Demandez à Amina Fofana ce qu'elle pense de lui et ce qu'elle a à en dire. Lorsque Assimi Goïta prend le pouvoir, il fait partie des forces nostalgiques de la France-Afrique qui tentent de saboter la révolution malienne. On est aujourd'hui dans une nouvelle phase, c'est-à-dire que les Français tentent un peu partout en Afrique de susciter de fausses forces panafricaines, c'est le cas de l'imam Diko, de façon à lancer des mouvements qui continueront à appuyer la suggestion néocoloniale. Il ne faut rien attendre de ce personnage, mais il est normal qu'il n'attaque pas seulement la révolution malienne, qu'il attaque également les anciennes forces politiques, puisque le remodelage politique qu'il est chargé d'effectuer pour ses maîtres de Paris, il implique évidemment que les anciennes forces soient démontées et récupérées dans le cadre d'un mouvement qui va diriger. Luc Michel pour cette intervention, merci Monsieur Luc Michel pour cette intervention. Alors, Madame Linda Labaoui, au regard de cette sortie médiatique de l'imam Mamou Diko, est-ce un désir de changement ou alors se cache derrière cette sortie médiatique des raisons coupables? J'ai fait une petite recherche quand j'ai reçu la thématique. Il a fait ses classes avec le moufti de Al-Qaïda, Abu Hafs le Mauritanien. C'est très important de le signaler. Il a fait ses classes coraniques, les premières classes en Mauritanie avec Abu Hafs, qui est devenu moufti de Al-Qaïda. Et de là, il est parti en Arabie Saoudite, dans les années 90 par là. Et il était dans une école wahhabite. J'ai dit tout à l'heure que l'Arabie Saoudite, elle commence à éliminer tous les terroristes, tous les activistes, et elle a changé de bord, il était temps, et elle ne finance plus rien depuis Ben Salman, voilà, depuis qu'il a pris le pouvoir. Il y a encore 3 mois, il a pendu 81 soi-disant imams. Je dis bien soi-disant. Je suis pas pour la peine de mort ni pour la pendaison. Ce n'est qu'une information que je rapporte et qui est très très juste. D'ailleurs, ça a fait scandale dans la confrérie des frères musulmans. Donc cet homme-là, pour moi, c'est une cellule dormante. Les terroristes, les islamistes agissent parfois en douce et des fois pendant des années, ils ne font rien. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un diplomate qui était en Libye.
Mohamed Al-Arbi Zetout, qui est l'un des membres fondateurs de l'FIDA, Front islamique du djihad armé, qui était très activiste, mais dans les coulisses. Et c'est grâce à Kadhafi que l'Algérie a pris connaissance de ses activités en Libye, et qui recrutait en Libye au profit de l'Al-Qaïda à l'époque, c'était les talibans. Voilà. Et il est à Londres aujourd'hui. Donc j'insiste dessus parce que cet homme-là, on le retrouve, il est resté pendant des années tranquille, et puis un jour il s'est acharné sur la Libye, ça a duré 5-6 ans sur les réseaux sociaux, en leur disant c'est pas grave, vous dégommez Kadhafi, et puis quand il n'y a plus le Kadhafi, il y a l'OTAN qui vient, c'est pas grave, après on va s'arranger avec l'OTAN. On voit ce que ça a donné. Nous les Algériens, on a essayé de prévenir sur les réseaux sociaux des Libyens, malheureusement ça s'est passé autrement. Donc cet homme-là, on le voit un jour atterrir avec Sarkozy, BHL, tout ça, à Benghazi, et il y a ces vidéos, elles existent, et c'est même la France qui les a filmées. Il était avec Rachid Mesli, qui est l'avocat de Al-Qaïda et de tous les terroristes du monde, et il était aussi avec Abbas Aroua, celui qui s'est acharné sur l'armée algérienne, que c'est l'armée algérienne qui faisait ces massacres, alors que quand les massacres ont démarré, ça faisait 5-6 ans qu'il avait quitté l'Algérie. Donc nous avons affaire aujourd'hui à cette cellule-là. Cet homme-là, s'il parle aujourd'hui, ce n'est pas anodin et ce n'est pas par hasard. Il a un lien avec Abu Hafs, le Mauritanien, le Moufti de l'Al-Qaïda, et il a rencontré aussi Liad Agrali. Liad Agrali était un activiste vers 1978 par là dans le Sahel. Il n'est pas arrivé aujourd'hui par hasard non plus. Donc nous avons affaire aujourd'hui à du terrorisme international qui on le voit en Libye, on l'a vu en Syrie, on l'a vu, et cet homme-là, il en fait partie. On ne peut pas m'enlever ça de la tête parce que j'ai trouvé des liens entre lui et Moufti de l'Al-Qaïda. Donc, et Moufti de l'Al-Qaïda, il y a quelques mois, il nous a appris qu'il prenait sa retraite. Donc, un terroriste Moufti de l'Al-Qaïda qui prend sa retraite. Hein, et la majorité des gens que j'ai cités, ils vivent à l'étranger, entre Londres, Genève, Paris, les États-Unis aussi. Il y en a pas mal. Donc nous avons affaire, pour moi, nous avons affaire à cette cellule-là qu'on va réveiller. Il va essayer de se servir de l'islam pour amadouer les gens. Ça m'a rappelé un peu Abbasi Madani, le créateur du fils, qui a donné naissance au GIA après. Abbasi Madani aussi, il est sorti quand le jour où Kadhafi est tombé, il est sorti, il nous a laissé une vidéo extraordinaire où il a remercié la France, où il a remercié l'OTAN d'avoir mis fin au règne de Kadhafi, alors que c'est le même personnage dans les années 80, il remontait la population algérienne contre la France. C'était plus lui qui parlait. Donc, le terrorisme international, c'est ça son visage. Il n'a pas de visage. C'est des gens aujourd'hui, ils sont avec l'un, avec l'autre, ils ont un programme, ils ont une feuille de route. Il faut qu'ils réinstaurent ce qu'on appelle le khilafa dans l'islam, le calife. Et il n'y a pas longtemps, on a commencé aussi des activistes terroristes qui font partie du même groupe, où ils rappellent aux musulmans que ça fait 78 ans qu'on n'a plus de calife. Il serait temps que pour les musulmans d'avoir un calife. Et il y a un travail sur les réseaux sociaux qui est extraordinaire là-dessus. Donc, à nos amis maliens d'éviter ce genre de discours. Cet homme-là, si c'est un musulman, il va proposer une feuille de route. Nous, comment on a réveillé le peuple algérien qui a marché à un certain moment, encore une fois, avec Rachid et compagnie, donc les anciens du GIA, on a commencé à réveiller les consciences pour dire c'est quoi leur feuille de route. Donc cet homme-là, s'il est tranquille dans sa tête et s'il veut, il veut voir son pays émancipé, eh ben il n'a qu'à donner une feuille de route. Mais à partir du moment où on n'a pas de feuille de route, c'est ce qu'ils ont fait en Libye, c'est ce qu'ils ont fait en Syrie, où il n'y a pas de feuille de route, donc il n'y a pas de programme, donc il faut qu'ils se taisent. C'est ça l'islam. L'islam, c'est pas venir remonter les gens et puis mettre la pagaille partout, et puis après on disparaît à Londres ou à Paris. Pour moi, c'est un renégat, cet homme-là, Al-Khawarij. Et si nos amis maliens, moi aussi je suis musulmane,
Donc, je sais de quoi je parle. Nous, les Algériens, on a été atteints par ces gens-là, on les poursuit. Et dès que vous me parlez de quelqu'un, je peux remonter à lui. Comme maintenant, il y a un lien entre cet homme-là et Abou Hafs al-Mauritani. Abou Hafs, c'est l'un des plus dangereux personnages que le Sahel a connu. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas le prendre à la légère. Et à nos amis maliens, vous êtes des musulmans, en majorité. Vous savez ce que c'est qu'un renégat. Donc, ne l'écoutez pas. Et je l'ai souvent dit à nos amis maliens, nos frères maliens, tant que vous êtes solidaires avec votre armée, il y a possibilité de vous en sortir et vous vous en sortez très très bien. Il est venu pour casser justement le lien que vous avez entre vous et votre armée. Votre armée sort du peuple. Votre armée est multiethnique. Donc restez derrière elle. Elle a des éléments que vous n'avez pas, vous le peuple. Elle travaille avec des services de sécurité algériens, russes, et elle a ses propres services de sécurité aussi. Donc faites-lui confiance. Pour le moment, le travail est très très bien fait. Tout à l'heure, j'ai commencé à parler justement pourquoi le Mali disait justement Monsieur Assimi Goïta est en train de rentrer dans l'histoire. Il est en train d'apprendre à tous ces chefs d'État africains qu'on peut être soutenu par son peuple et on n'a pas besoin d'une force étrangère pour être à la place d'un président, même une présidence de transition. Et le peuple malien est très loin, puisqu'il y a une porte-parole américaine qui sort et qui dit « Eh ben, il y en a qui ne veulent pas de la démocratie. » Eh ben, on ne veut pas de la démocratie quand nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre contre un fantôme qui s'appelle le terrorisme. Maintenant, il y a une chose que je vais dire aux Maliens aussi qui est très importante. On va rentrer dans une période difficile. Si je le dis, c'est parce que j'ai eu des éléments aussi. Il faut faire attention à la communauté algérienne au Mali, tout ce qui est maghrébin, surtout les Algériens. Nous avons une catastrophe chez nous, des anciens du terrorisme. Donc, il n'y a pas que des bons Algériens. C'est pas parce que c'est un Algérien qu'il est ami avec vous. Faites très très attention et les contrôles quand il s'agit d'une personne qui est là et qui est un peu blanche et qui n'a rien à faire là. Et nous avons aussi des gens qui sont pas blancs, donc faites très très attention et je sais de quoi je parle. Il y a pas mal de cellules qui ont été désactivées et ça va agir parce que vous êtes ciblés, mais nous sommes ciblés aussi. Le travail est en train de se faire entre les deux pays, avec bien sûr la Russie à côté. Je peux pas donner tous les éléments parce que ça risquerait de faire capoter justement ce qui est en train de se passer, mais réellement il y a des Algériens qui sont missionnés pour aller au Mali, il y a des Marocains aussi, il y a des Libyens, il faut pas croire qu'il n'y a pas des Libyens terroristes, il y en a, il y a le terrorisme n'a pas de couleur, ça il faut le savoir. Il n'a pas de religion non plus. Le terrorisme, c'est du terrorisme. Aujourd'hui, c'est l'appât du gain. Ce n'est même pas pour une religion. Je viens de parler des renégats. Donc, il faut faire très attention au Mali, surtout dans les villes, pour ne pas qu'il y ait des bombes qui explosent ou des choses comme ça. Attention, chers téléspectateurs, à coup sûr, vous avez eu quelques petits soucis la liaison avec Afrique Média pour vos différentes interventions, pour vos contributions dans le cadre de vos programmes. Et le temps vous est encore accordé pour pouvoir appeler et nous faire part de vos propositions et surtout le choix d'une première dame pour qui vous inspire, pourquoi pas. Alors, on va poursuivre justement ces différentes... ce décryptage justement de la sortie médiatique de l'imam Mahmoud Dicko. Alors, comme l'indique même la thématique ce soir, Monsieur Issa Diawara, Mahmoud Dicko, la nouvelle idole de la France-Afrique pour déstabiliser le Mali. La question vous est posée. Ok, merci. Merci. Avant de répondre à cette question, permettez-moi en tout cas de permettre à ceux qui nous suivent de se faire un peu une idée sur le parcours de l'imam. C'est un monsieur il est né en 1954, c'est-à-dire bien avant l'indépendance du Mali.
il est né d'une famille de lettrés musulmans. Donc comprenez que l'islam pour lui c'est un peu une tradition familiale. Ensuite, M. Diko, je vois beaucoup des analyses qu'on fait sur lui, mais en réalité c'est un homme politico-religieux. Politico-religieux, c'est important. Je vais expliquer pourquoi il est à la fois un homme politique, à la fois un homme religieux. Ensuite, Madame Linda a le dire, il a passé par la Mauritanie, il a fait des madrasas là-bas, en Arabie Saoudite, il a fait l'université là-bas, notamment à Médine. C'est dans les années 1980 qu'il doit être membre influent, secrétaire général d'une association à caractère politique du Mali qu'on va appeler AMIPI. AMIPI, c'est l'association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam. Ensuite, il sera le président, je suis en train de parler de son parcours religieux, il est le président du Haut Conseil de islamique du Mali. Haut Conseil islamique du Mali, c'est une institution. Donc une institution, et il sera à la tête de cette institution de 2008 à 2019. Ça dit pendant 11 ans. Sur le plan politique, sachez que M. Mamoudou Diko est dans la dénonciation de la corruption, l'absence de la justice sociale et dans la défense des droits des arabisans. Il a une posture nationale et souverainiste. Ça, c'est un peu sa posture politique. Maintenant, je vais faire économie de son parcours politique. Mais sachez qu'il a marqué quelques points en politique. Notamment quoi? Et il s'est opposé au code familial qui était censé faire passer l'homosexualité au Mali. Et ensuite, il a été dans les négociations en 2012-2013 avec les rebelles djihadistes qui avaient occupé le Mali, les terroristes. Maintenant, venons-en aux faits. À sa sortie, ça c'est un peu le parcours de l'homme. À sa sortie de l'autre jour, où il a taxé les autorités maliennes d'arrogance et la communauté internationale d'orgueilleuse. Vous savez, les faits, c'est qu'en 2020, quand il y a eu cette prise de pouvoir par le peuple malien, que d'aucuns appellent coup d'État, quand il y a eu cette prise de pouvoir du peuple, l'imam Diko a fait un discours à travers lequel il a dit qu'il retourne dans sa mosquée. Et la mosquée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il abandonne sa posture politique et il revêtit sa posture religieuse. Donc il va quitter le terrain politique pour se consacrer uniquement à la religion. Donc après le départ du président Ibeka, il dit qu'il retourne dans sa mosquée. Et il était en ce moment l'autorité morale du M5. Il était autorité morale du M5. Maintenant, depuis à cette époque, il y a eu beaucoup de questionnements. Avait-il trouvé son compte avec les nouvelles autorités en place? Il y a eu ces questionnements ici au Mali. Est-ce qu'il s'est arrangé à nouveau du jour, à trouver quelque chose de sorte qu'il peut tourner dans la mosquée et laisser M5, en tout cas il était à la tête du M5, laisser le M5 comme tel. Il y a eu beaucoup de questionnements. Était-ce simplement un abandon du M5 en plein vol? Puisqu'on a déposé Ibeka, mais il était question maintenant de la prise du pouvoir, comment partager le pouvoir peut-être avec les militaires. Était-ce l'abandon du M5, affaiblir le M5 pour permettre aux militaires de s'approprier de tout le pouvoir? Il y a eu cette interrogation, en tout cas qui demeure sans réponse. Ensuite, il faudrait voir, était-ce un signe de découragement de l'imam Mamoudou Diko pour prendre des distances? Peut-être qu'il avait senti la désintégration de M5. Était-ce ce signal? Un point d'interrogation. Était-il convaincu que le M5 avait totalement perdu la présidence des institutions de la transition? C'est-à-dire la présidence de la transition qui revenait droit militaire, la primature, qui après on a vu c'est M. Mokhtar Ouane, mais il y a eu collision entre Mamoudou Diko et Mokhtar Ouane. Mokhtar Ouane c'est qui? C'est le même ministre du gouvernement Bandaou, lui qui a dirigé le gouvernement Bandaou. C'est-à-dire quand il y a eu coup d'État, quand il y a eu le pouvoir, la CEDEAO a mis la pression pour que le président Assimi Goïta ne dirige pas le Mali.
puisqu'ils étaient jeunes, ils venaient des champs de bataille, ils n'avaient pas encore d'expérience. C'est suite à cela qu'ils sont allés chercher M. Bandaou, qui était un bon militaire de carrière et qui avait retrouvé la vie civile. Et c'est Bandaou qui avait nommé Mokhtar comme Premier ministre. Mais M. Diko lui-même de se dire, je parle des faits. Je parle des faits. M. Diko a dit ici sur les médias qu'effectivement Mokhtar l'avait consulté et qu'il avait des ambitions pour être Premier ministre. Et que lui, il avait joué le rôle de facilitateur dans cette histoire. Maintenant, ceci étant, quelles sont les conséquences? Parce que quand il a dit qu'il retourne à sa mosquée, il a eu quoi comme conséquence? C'est-à-dire l'imam s'est retrouvé isolé, nostalgique de l'homme politique qu'il était. Il a perdu, c'est là parce qu'il s'est retrouvé dans la mosquée. Donc, il est nostalgique, donc il s'est retrouvé isolé. Donc, isolé de la scène politique, parce que non seulement il n'était plus sur la scène politique, mais il n'était plus président du Haut Conseil islamique du Mali. Il n'était plus président du Haut... Bon, il n'avait plus de tribune d'expression. Maintenant, comment est-ce qu'il va sortir de son isolement? C'est à la suite d'un meeting que va organiser une coalition de partis politiques d'associations dirigée par l'ancien ministre, M. Hussein Amir Guindo, qu'on va appeler Djigui Yakoura. À la suite d'une tribune de Djigui Yakoura, c'est là qu'il va faire un discours où il va déposer les ministres que lui-même il avait recommandé, il avait joué le facilitateur, notamment M. Mokhtar. Il va traiter ces derniers de froid et le président Bandaou de distant. C'était une façon de revenir sur la scène. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer quand il va avoir la rectification de la transition? Quand on a compris que Bandaou a dit non seulement les autorités, les militaires, mais aussi le peuple malien. Et que Assimi et les 4 autres colonels vont reprendre le pouvoir. Quand ils vont nouer le partenariat actif avec la Russie, qu'est-ce qui va se passer? L'imam Diko va critiquer le partenariat avec la Russie. Il dira à ce terme qu'on ne peut pas quitter des Kafres pour renouer des relations avec d'autres Kafres, c'est-à-dire des non-croyants. On ne peut pas quitter la France pour être vers d'autres blancs, c'est-à-dire la Russie. Donc pour lui, il fallait compter sur le Mali. J'ai toujours dit ici qu'aucun pays ne peut se lever de lui-même aujourd'hui sans s'adosser à un pays qui a le droit de veto. Vouloir le faire, c'est peut-être volontairement ou involontairement jouer au jeu de la France. Donc là, ça ne va pas passer. Ensuite, la sortie de l'imam Diko. Ce n'est pas un jeu de hasard. Les mots sont soigneusement choisis. Vous savez, c'est un homme influent, qu'on le veuille ou pas. C'est un homme très influent. Il n'est pas le seul influent, il y a beaucoup de religieux influents. Le numéro 1, le plus influent demeure toujours Ousmane Madani Haïdara, lui qui a un caractère beaucoup plus religieux. Mais du coup, il faut l'accepter, il ne l'a jamais caché. Lui, il est un homme politico-religieux. C'est son choix, on doit le respecter en tant que tel. Maintenant, est-il parfait dans ça? Non. Nous ne sommes pas en train de débattre sur son aspect religieux, mais sur son aspect politique. En tant qu'homme politique, il commet beaucoup d'erreurs. Parce que n'oubliez pas que Ibeka, si le président Ibeka avait accédé au pouvoir, c'était dû au soutien fort, non seulement des militaires de l'époque, le groupe de Amadou Alassanogo, mais surtout au soutien de Mahmoud Diko, qui l'a dit ouvertement qu'il avait fait transformer les mosquées en QG de campagne pour faire venir M. Ibeka, qu'il va combattre 5 ans après. Le dernier premier ministre d'Ibeka, Boubou Sissé, M. l'imam Diko va reconnaître que c'est lui qui a facilité, en tout cas, la nomination de Boubou Sissé comme Premier ministre. Un an après, il va réclamer sa tête. La même chose viendra avec Mokhtar. Maintenant, les spéculations vont merci infiniment, Monsieur Issa Diawara, pour cette analyse, ce décryptage assez minutieux de la situation au Mali, mais surtout de cette sortie médiatique de l'imam Mamou Diko. Merci infiniment pour cette intervention. Alors, en quelques secondes seulement, on va faire le tour de table, sur tout le tas des invités sur le plateau, mais également en multiplace, pour poser cette question centrale. Mamou Diko, la nouvelle idole de la France-Afrique pour déstabiliser la transition malienne. En 30 secondes, s'il vous plaît, Monsieur André Christophe. Madame
Mamoudou Dicko est un élément de la France-Afrique, est un élément des services secrets français. C'est un homme, c'est un dangereux. Et je voudrais dire au président Assimi Goïta, au gouvernement malien actuel, arrêtez-le. N'ayez pas peur, parce que ça c'est le mot d'influence. Que je sais que comme j'ai dit ça, on va m'arrêter. Pour qu'on cette chute ou alors ces fortes de votre part. Monsieur Samia Youmbi, un mot sur cette thématique centrale. Est-ce que cet imam est aujourd'hui la nouvelle idole de la France-Afrique pour une déstabilisation ou une quelconque destruction de la transition malienne? Aujourd'hui, nous pouvons dire que face à la sortie de l'imam Dicko, et l'homme que nous avions vu dans le passé, a vu son historique qu'on vient de donner, qu'il est un peu tenté par le pouvoir. Et quand on est tenté par le pouvoir, on est tenté aussi par la corruption, on est tenté aussi à vilipender son peuple, sa nation pour quelques dollars de plus. Aujourd'hui, sa sortie ne vient pas corroborer avec la démarche dont le peuple malien, le gouvernement de transition est en train de faire mordre à la communauté internationale et aux yeux du monde entier et aux yeux de l'opinion internationale sa détermination pour le respect de sa dignité et sa souveraineté avec son sens de maturité et de responsabilité. Il n'est pas plausible que nous puissions accepter. Il n'est pas vraiment acceptable d'une sortie de un imam, monsieur l'imam Dicko, que nous avions vu dans le passé comme un homme est appelant à l'apaisement au Mali pour la souveraineté du Mali, et qu'aujourd'hui, c'est qu'il vient nous démontrer quelque part qu'il n'est plus sur ce chemin, il est sur le chemin de la déstabilisation dans la communication qui est repris aujourd'hui médias occidentaux, et ces médias sont en train de vouloir maintenant se venger sur la fermeture d'Africa 24, de France 24 et de RFI au Mali pour pouvoir ramener le problème de l'imam Dicko au sein des populations maliennes et panafricaines en général, dont nous disons à monsieur l'imam, vous avez peut-être fait fausse route, mais il est temps pour vous de vous remettre, car les services de sécurité du Mali veut se mettre à pied de guerre pour pouvoir radiquer auprès de l'imam et de l'imam lui-même pour lui poser la question, qu'est-ce qu'il veut pour l'intérêt du Mali ou pour l'intérêt de l'Afrique. Alors, avant de refermer ce programme Mérite panafricain au bout du fil, il faut rappeler qu'il y a eu une petite saturation et qui a créé un petit dysfonctionnement de liaison avec nos téléspectateurs. Alors, monsieur, bonsoir et bienvenue. Très rapidement, en quelques secondes, s'il vous plaît, votre contribution. Bonsoir, madame. Je suis Edmond Sadefo, j'appelle depuis Baham, au Cameroun. Cet imam mérite qu'on lui plante une balle dans la tête. Il mérite qu'on lui plante une balle dans la tête parce que la libération de l'Afrique ne doit pas être conditionnée par des individus. Très bien passé, merci pour cette intervention, il faut le dire, hein, les différents avis, analyses, interprétations ou alors opinions sont libres, et il faut rappeler que toute opinion donnée dans le cadre de ce programme par appel ou alors sur le plateau reviennent uniquement aux propriétaires de ces propos-là. Alors, très rapidement, Madame Linda Labaoui, en 15 secondes seulement, est-ce que Mamoudou Dicko est la nouvelle idole de la France-Afrique? En 15 secondes, s'il vous plaît. Nous refermons le programme. Cheval de Troie, il faut que je signale une chose.
tous les gens que j'ai cités qui font partie du terrorisme international, ils sont soit docteurs, soit ils sont diplômés de grandes écoles. Donc il faut pas se fier à ça. Le wahhabisme des années 80-90, c'était le terrorisme. C'est tout. Ça, on ne l'enlèvera pas de la tête. Mais je sais ce que je dis, je suis responsable de ce que je dis. Et c'est très important de signaler que tous ceux que j'ai cités, ils ont des gros diplômes. Il y a même des diplomates là-dedans qui est Mohamed Al-Arbi et d'autres. Donc ça, il faut jamais l'oublier. Et merci de m'avoir invité. Également de vous avoir dans le cadre de ce programme et bien sûr sur tous les différents dans tous les autres programmes de la télévision panafricaine. Très rapidement, deux intervenants au bout du fil. En 15 secondes, s'il vous plaît, votre contribution. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Madame Célestine Caplin. Oui, plus rapidement, je vais saluer tous les gens qui sont sur le plateau et sur Zoom. Je dirais que normalement, Mamou Diko, il avait déjà prédit sur l'Afrique média que Mamou Diko, avec son silence, était un traître. Donc pour moi, normalement, on devrait dire l'arrêter et même le fusiller en place publique. Merci Afrique média. Merci de ces spectateurs fidèles de la télévision panafricaine. Le deuxième intervenant pour clôturer le programme. Bonsoir et bienvenue. Votre contribution, votre vote si possible. Oui. Vous êtes à l'antenne, nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons, cher monsieur. Bonsoir et bienvenue sur la télévision panafricaine. Alors, monsieur Luc Michel, vous êtes géopoliticien. Merci pour votre disponibilité. Un petit mot avant de sortir du programme. Je dirais que Diko n'est pas l'idole de la France-Afrique, mais qu'il est son joker. Les Français ont tout essayé pour renverser la révolution malienne. Les sanctions, les manœuvres politiques, l'isolement, ils ont échoué et maintenant ils tentent de soulever le Mali de l'intérieur. C'est le rôle de Diko, c'est ce qu'il a toujours fait depuis des années. Je vous souhaite une bonne nuit. Monsieur Luc Michel, vous êtes géopoliticien, on l'a souligné dans le cadre de ce programme. Merci également à monsieur Issa Diawara, activiste panafricaniste, qui intervient très souvent dans le cadre de ce programme ou alors des différents programmes sur Afrique Média. Merci pour votre fidélité, merci pour votre disponibilité. Monsieur André Christelle Fanga, merci infiniment d'être venu. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci également à monsieur Samuel Youmbi. Vous êtes analyste politique. Enchanté pour d'être invité à la sortie de cette fièvre. Je suis tout bonnement heureux que nous soyons sur un sujet croustillant comme ce cas dont nous venons de démanteler et démasquer un endocolon qui est là pour empêcher la lutte. Une cellule dormante que nous avions déjà tout. On reviendra en off, monsieur André Christophe. Nous sommes vraiment les très commentaires reviendront en off. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous apportons notre regard sur l'homme, Imam Diko, qui veut déstabiliser la lutte panafricaine. Alors, on rappelle également que M. Christelle Fanga est directeur de programme, directeur de publication, voilà, de la dépêche de midi. À côté de cela, analyste politique. Madame Linda Labaoui, analyste politique, spécialiste des questions sécuritaires. On l'a précisé. Issa Diawara, activiste panafricaniste. Merci infiniment, chers téléspectateurs, pour votre extrême fidélité. Merci à tous ces internautes qui ont participé à ce programme à travers nos différentes plateformes. Merci de l'avoir suivi. C'est ici que nous mettons un point final à ce programme. Bonne suite sur Afrique Média. Au revoir.